Nous allons à présent nous intéresser au métier de RSSI qui est en pleine évolution. Je vous en parlais tout à l'heure et j'invite pour ceci M. Samir Alilouche qui est RSSI chez Knep Bank. Petit sondage pour commencer. Je demanderai à Shakib d'afficher notre sondage. Question à choix multiples. Quelles compétences sont nécessaires pour un RSSI? Connaissances techniques, système d'information. Réponse A. Connaissances techniques, réseau et sécurité pour B. Qualité de leader pour C. Et aisance en pédagogie. Réponse D. Très bien, donc on voit que quasiment la plupart votent pour la réponse A, connaissances techniques, réseau et sécurité. Je vais vous demander de commenter bien sûr ce résultat par la suite. Deuxième question, sondage. Quelle est, d'après vous, la principale difficulté du RSSI pour accomplir sa mission ? Quelle est, d'après vous, la principale difficulté du RSSI pour accomplir sa mission? Et voilà quelques propositions qui nous parviennent de la salle. Vous pouvez les découvrir en même temps. Très bien, donc vous allez commenter ces résultats à la fin. Et pour le moment, métier du RSSI en pleine évolution, Samir Alilouche. Je vous en prie. En fait, on va présenter aujourd'hui l'activité RSSI. Pour les RSSI qui sont ici présents, ils connaissent déjà le processus et ils maîtrisent déjà l'activité. Par contre, on a des DSI présents qui ont aussi la charge d'assumer la partie SSI. On a les opérationnels, donc les techniciens, qui peut-être ne connaissent pas parfaitement la mission du RSSI. On a généralement peur du RSSI, c'est quasiment la casquette du gendarme. Donc on va essayer de démystifier tout ça et revoir la chronologie du RSSI. En fait, en Algérie, les premiers postes du RSSI, c'était quasiment il y a 10 ans de cela, précisément en 2006. Donc on a parmi nous le premier RSSI, que je salue. Et après, on a vu vers 2008-2009 des RSSI qui ont été créés. Et puis, il y a l'apparition de la réglementation 1108 de la Banque d'Algérie qui a poussé les banques et établissements financiers de créer ce poste-là. Donc, un responsable, un chargé de la sécurité des systèmes d'information. Donc, s'il y a un problème qui concerne la sécurité des systèmes d'information, on s'adresse à ce monsieur et à son équipe. Après, le RSSI, pour mettre en œuvre sa politique, il doit orchestrer tout ça. Donc, il a plusieurs intervenants. Il y a les opérationnels, les techniciens. On trouve aussi RH. On trouve aussi d'autres acteurs, des structures de contrôle. Et on trouve aussi l'utilisateur lambda. Donc, dans un premier temps, le périmètre du RSSI, là où on traite, là où on collecte, traite, stocke et on communique l'information. Là où il y a collecte, traitement, stockage et communication de l'information, le RSSI intervient pour assurer sa sécurité. Donc, on trouve aussi les moyens matériels, notamment les ordinateurs, les smartphones, les supports électroniques et autres. On a les moyens logiciels et on a aussi l'humain, l'utilisateur lambda. Le RSSI se repose essentiellement sur 4 piliers, DICP, disponibilité, intégrité, confidentialité et preuve. Preuve, qui a fait quoi, quand et comment. On doit être en mesure
de retracer et de répondre à tout ça. Après, le RSSI, il a la gouvernance de la sécurité des systèmes d'information. Ça doit être clair et tracé dès le départ. Pour cela, le RSSI se base sur les lois et réglementations locales. Il a les normes et standards internationaux. Il a les orientations stratégiques de l'entreprise. Il a les évolutions technologiques et aussi les évolutions de menaces. Tout ça, il sera traduit en stratégie de sécurité des systèmes d'information qui sera déclinée en politique. Et après, on a PDCA. Donc, l'amélioration continue, la planification, la mise en œuvre, le contrôle, le check et la mise à jour. Après, pour décliner sa politique, il y a les normes. En Algérie, on a plusieurs normes qui parlent de la sécurité des systèmes d'information, notamment la toute dernière de l'année dernière, on a vu la présentation qui est la protection de la donnée personnelle. Donc le RSSI doit essentiellement, en premier lieu, se conformer à la réglementation locale, aux normes et aux standards internationaux. Les activités du RSSI, il a la casquette audit et contrôle, donc il doit se reposer sur des normes, bien entendu. Il a l'analyse et la gestion des risques. Il y a des standards et des normes qui balisent tout ça, même des solutions techniques. Il y a la veille technologique et conformité et évolution des menaces. On parle du CERT, du SOC, des scans de vulnérabilité, tests d'intrusion. On a la gestion des incidents. Il y a des normes qui gèrent la gestion d'incidents. Le plan de continuité d'activité, la ressource humaine. Donc, on collabore avec la ressource humaine dans le cadre du règlement intérieur, pour la partie sanctions notamment, pour la partie droits et obligations, SSI. Les chartes d'utilisation à faire utiliser aux utilisateurs lambda. Et la gestion des habilitations, formation et sensibilisation des utilisateurs et notamment du management, du top management. Gestion des tiers, donc on a les partenaires, on a les intervenants. Parfois on est obligé de leur faire signer des contrats de confidentialité et de non-divulgation. Parfois on est tenu à arrêter ou résilier le contrat. On a la sécurité physique et environnementale, donc on doit interlocuter avec la DPP, la Direction Protection du Patrimoine. On a les solutions de sécurité, là c'est un profil technique. Donc le RSSI doit être en mesure de discuter techniquement avec les opérationnels. Donc c'est un langage technique pur et dur. Donc on a aussi les aspects juridiques et réglementaires par rapport aux lois, à la réglementation en vigueur, notamment la déclaration et dépôt de plainte en cas d'incident, et communication en management. Donc aussi, il doit être en mesure de communiquer non seulement pour défendre un projet, pour décrocher des budgets, pour mettre en place un schéma directeur. Donc, il y a cela. Pour ce faire, donc, il doit avoir un corpus documentaire, généralement classé sur 3 niveaux. Il y a le niveau 1, c'est la politique. Donc là, c'est la gouvernance, c'est la stratégie de l'entreprise. Et ça, c'est le niveau 1. Donc le RSSI, il le fait conjointement avec le top management. Franchement, ça doit venir d'en haut. Le niveau 2, la PGSSI, la politique, elle sera déclinée en politique et charte opérationnelle. Le RSSI, généralement, établit ce corpus documentaire en collaboration avec le métier, les owners. Le 3e niveau, c'est les propriétaires, et là, on trouve, c'est vraiment granulaire. Donc, on trouve des guides, des standards, des procédures et modes opératoires. Alors, généralement, pour mettre en place un corpus documentaire ou un SMSI, autrement dit, ce n'est pas 2 chartes à faire signer, à faire valider du top management, ou bien 4 ou bien 5. C'est quasiment une trentaine de documents. Donc, on trouve la PJSSI, la charge d'utilisation d'administration du SI à faire signer par les utilisateurs et les administrateurs IT,
la convention de nommage, la classification et la protection de l'information, la gestion des comptes, la sécurité des infrastructures. En fait, il y en a à peu près une trentaine. Comment on structure l'activité SSI? Là, on ne parle pas de structure, mais on parle d'activité. Et ce n'est pas standard. Donc, elle peut être compactée, comme elle peut être élargie. Par contre, on trouve généralement 4 pôles d'activité. Donc, on a la veille et la conformité SSI. On a l'analyse et la gestion des risques. Là, ça intervient au début d'un projet ou généralement pour une plateforme qui existe déjà. On a l'audit et le contrôle, la casquette auditeur. Et on a le SOC. L'appellation, elle peut changer, mais le métier, il est là généralement. On peut l'éclater comme on peut le compacter. Après le RSSI, il a des correspondants avec qui il travaille. Donc, généralement, on les appelle soit CSL, correspondants de sécurité logique. Parfois, on a des correspondants au niveau du RH. Parfois, on a des correspondants au niveau du métier, réseau, infrastructure, pour décliner la vision SSI. En fait, les correspondants doivent avoir une fiche de mission très claire et établie préalablement. Le rattachement du RSSI, le sujet qui fâche. En fait, le RSSI, pour qu'il puisse travailler correctement, il doit mettre d'abord des comités. Donc on a le comité SSI, et généralement, c'est du top management qui est intégré à ce comité-là pour prendre des décisions, le budget qu'il faut pour le RSSI, prendre peut-être des mesures ou prioriser d'autres projets. On a le comité DSI, et là, c'est le comité opérationnel. On discute purement technique. L'avancement du plan d'action, du schéma directeur. On a le comité risque. Ça rentre dans le cadre de la cartographie des risques et les analyses de risques. On a le comité audit. Ça, c'est la casquette auditeur et contrôleur. Et on a le comité de coordination des fonctions de contrôle. Notamment, le comité de sécurité des personnes et des biens. Ce n'est pas une règle générale. Ça peut être compacté, comme ça peut être élargi. Alors, généralement, les RSSI sont soit directement rattachés à la direction générale de l'entreprise, soit rattachés au pôle conformité et risque, soit rattachés au pôle de la sécurité globale, CSO. Donc, il a en charge le CSO et le PCA, et la RSSI, et la sécurité des personnes et des biens. Et la DSI. En fait, il n'y a pas de configuration type, mais tout dépend de la maturité de l'entreprise. S'il y a une bonne maturité au sein de l'entreprise, peu importe, ça ne dérange pas. Un rattachement au niveau de la DSI ou la direction générale, peu importe. Par contre, s'il n'y a pas une grande maturité, ça pourrait éventuellement poser problème, notamment dans la partie contrôle. On ne peut pas être jugé partie. On ne peut pas faire partie de la DSI et la contrôler en même temps. En quelque sorte, on va contrôler son boss. Et ça pourrait éventuellement poser problème. Donc, idéalement, ma propre expérience, le meilleur attachement, c'est top management, direction générale. Après, être conformité CSO, ça peut être efficace. DSI, ça c'est ma propre expérience. Schéma directeur. Là, c'est un message fort que je lance au RSSI et au DSI qui ont la casquette SSI. Il ne faut pas traiter les sujets de la sécurité des systèmes d'information au coup par coup. On a un besoin de rajouter un firewall, on rajoute un firewall. On a un besoin ou une exigence légale de mettre en place un CIEM ou un PAM, allons-y. On va essayer de défendre ça. Il faut agir en schéma directeur, une vision très claire qui s'étale sur 3, voire 5 ans. C'est une vision claire. Pour arriver à ça, le schéma directeur doit être précédé par une étude de maturité SSI. Contrôle, état des lieux, on s'en fout comment on l'appelle. C'est une étude de maturité. On aura une photo réelle du niveau de la maturité SSI au sein de l'entreprise. À partir de là, on trace un schéma directeur qui s'étale généralement sur 3 ans. Pourquoi 3 ans au niveau de la SSI? Parce que c'est risqué. Aller au-delà de 3 ans,
il y a l'évolution des menaces, il y a l'évolution de la technologie et l'évolution du cadre réglementaire. Donc on met généralement à 3 ans et on peut ajuster chaque année. On peut réajuster notre schéma directeur. Quand on peut s'appuyer sur l'activité métier. On peut aller jusqu'à 5 ans, mais pour prévoir la partie métier. Il y a plusieurs façons de faire. On peut scinder ça en 3 packages. Donc le package basique, il y a le management des vulnérabilités, il y a le management des mises à jour, il y a le pack anti-intrusion, le pack de formation et sensibilisation, top management et utilisateurs lambda, même les administrateurs. Il y a la partie les systèmes internes. Donc on peut trouver le DLP, on peut trouver les anti-APT, Medium Pack ou Advanced Pack, et les systèmes exposés, on peut trouver de l'anti-DDoS et de l'anti-fraude. On vient de voir la présentation de Arbor qui parlait tout à l'heure de les attaques DDoS. Le schéma directeur, qu'est-ce qu'il va nous assurer? Nous avons les systèmes exposés, les systèmes internes et les systèmes transversaux. Qu'est-ce que ça va nous permettre? De réduire les vulnérabilités, développer la détection et la réaction, et sensibiliser, je dis bien top management, utilisateurs et administrateurs, et aussi maintenir les compétences. Généralement, comment on présente le schéma directeur? La première année, une partie, 2 ou 3 mois, voire 4 mois, étude de maturité SSI, tout dépend le scope. Après, on a les mesures basiques, ça c'est l'urgent. Les mesures basiques, c'est généralement l'urgent. On trouve du hardening, on trouve le blocage des USB, c'est tout ça. Après, les systèmes exposés et les systèmes internes, ça s'étale sur 3 ans et on peut ajuster chaque année, soit écourter, soit élargir. Après avoir fait le schéma directeur, la sécurité à 100%, ça n'existe pas. Ça demeure théorique. Et là, généralement, ça se repose au niveau du maillon le plus faible, et c'est l'humain. Parfois, un administrateur a omis de patcher son serveur, ou bien a omis de fermer un flux qui a ouvert, par exemple RDP. Et par rapport à ça, c'est toujours PDCA. On check, on sensibilise, on met les mesures en place. Pour finir, la sécurité des systèmes d'information, ce n'est pas uniquement le rôle du RSSI, ou du top management, ou du DSI, ou des administrateurs. C'est tout le monde. C'est l'utilisateur lambda. Parce que généralement, quand c'est une attaque ciblée, une APT, en fait, on ne cherche pas l'administrateur le plus qualifié, ou le RSSI lui-même, ou le DSI lui-même. On cherche l'utilisateur le plus naïf, le moins sensibilisé. Et c'est lui la porte d'entrée. Donc pour assurer un niveau de sécurité optimal, c'est tout le monde qui doit s'y mettre. En fait, pour répondre aux 2 questions, le RSSI, est-ce qu'il doit avoir des compétences techniques, managériales, système réseau? Pour moi, le RSSI, c'est un profil. C'est un métier à part entière. C'est comme un chirurgien, c'est comme un animateur, c'est un métier. Il doit avoir des compétences techniques, ça c'est sûr. Parce qu'à un moment donné, il aura à interagir avec des techniciens qui font que ça, du matin au soir. Donc il doit les comprendre. Il doit maîtriser des notions de base. Un RSSI qui ne fait pas la différence entre une adresse IP, un réseau, un VLAN, qu'il écrit qu'il a des notions sur du NAT, ne peut pas sécuriser un système d'information. Il peut peut-être orchestrer, il ne peut pas auditer, il ne peut pas faire une analyse des risques. Il doit avoir des compétences techniques, il doit avoir des compétences managériales, parce qu'à un moment donné, il doit faire du reporting, au top management, défendre des projets, décrocher du budget. Donc un RSSI, c'est un profil à part entière, il doit avoir des compétences dans chaque domaine. Pour la deuxième question, quelles sont les difficultés du RSSI? En fait, les difficultés du RSSI, c'est un métier qui bouge. C'est un métier qui bouge. Et généralement, la cadence, elle est assez rythmée. On a un incident, SSI, avéré, une attaque qui est là, on doit la gérer. Parfois, c'est la boule au ventre, des sueurs froides. Parfois, on a déposé, déclaré. Et parfois, ce n'est pas assez rythmé, c'est calme. La rédaction du SMSI, la rédaction des chartes, l'analyse des risques. En ce qui concerne les
les difficultés, il peut y avoir des difficultés techniques avec les interlocuteurs. Là, c'est un problème de sensibilisation. Pour ma part, aujourd'hui, je n'ai pas ce problème-là. Il y a un bon feeling avec l'équipe technique, ça avance très très bien. Par contre, on a déjà vu au passé quelques spécialistes techniques qui s'accaparent d'un firewall. C'est son firewall. Ils s'accaparent d'un proxy ou d'un serveur. C'est son proxy. Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est un problème de maturité SSI. Si on s'accapare de l'équipement, on devient risk-op. Le risque, ce n'est pas l'intrusion, ce n'est pas l'attaque, c'est ce collaborateur-là. Il faut le signaler en tant que risk-op. Il faut le traiter en tant que tel. Donc pour moi, le problème là, c'est un problème de maturité SSI et de sensibilisation. Et ça, c'est le rôle du RSSI et de la gouvernance top management. Voilà, je pense que j'ai répondu aux 2 questions. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou pas.